Bon, cela fait maintenant 1 an et demi que je fais des vidéos. Durant ces 2 saisons, j'ai essayé de transmettre l'amour que je porte pour certaines œuvres, mais j'ai préféré laisser de côté mon réalisateur préféré. Je ne me sentais pas de taille à écrire une chronique sur ce cinéaste que j'idolâtre depuis mon adolescence alors que je n'avais aucune expérience. Mais aujourd'hui, je me sens prêt. Je vais enfin faire une chronique sur Quentin Tarantino. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Mais quel film de sa folle filmographie vais-je choisir? Ah ça pour le coup c'est très compliqué. Tout a été dit sur tous ces films. Tous ces films, vraiment? Ah je sais. Il y a un film qui est pour moi l'une de ses pièces maîtresses mais qui bizarrement a fait un peu moins de bruit à sa sortie. Les 8 salopards. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Cusco, mon film préféré. Hey, tu fais quoi là? Oh, c'est ma chronique hein. Ah mais... Bon. Les 8 salopards ou The Hateful Eight en version originale est un western sorti en France le 6 janvier 2016, écrit et réalisé par Quentin Tarantino. Tarantino. Faire une chronique qui ne dure pas 1 heure alors que je vais parler d'un film de Tarantino, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Bon voilà, je sais que ça fait cliché, mais c'est un fait. Quentin Tarantino est mon cinéaste préféré, et cela depuis l'adolescence. J'ai parfois été tenté de me voiler la face en me disant que je l'idolâtrais sûrement un peu trop, mais voilà, force est de constater qu'à chaque nouveau film de Tarantino, je me prends une claque. Le premier film que j'ai vu de Tarantino était Kill Bill Volume 1 quand j'avais 12 ou 13 ans. Mon grand frère avait acheté le DVD à sa sortie et disait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que c'était une bombe. Mais je n'avais pas le droit de le regarder car interdit au moins de 16 ans. Pas grave, j'ai attendu d'être un jour seul chez moi en rentrant des cours pour le regarder. Et ce fut complètement fou. Ce film fut une véritable révolution pour moi. Je n'avais pas assez de recul pour mettre des mots sur tout ce que je voyais sur cet écran de télévision, mais du coup je me prenais ce film en pleine poire. Toutes ces idées de mise en scène que je n'avais jamais vues, toute cette violence terriblement esthétique, ou encore le cliffhanger de fin m'a vrillé le cerveau. Et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de regarder un vrai film de grand. Kill Bill Volume 1 reste encore aujourd'hui mon Tarantino préféré. Chaque scène est culte, tout est parfait. Je pourrais en parler des heures, mais ce n'est pas le but ici. Cette première rencontre avec le cinéma de Tarantino a donc été inoubliable, et à partir de là, j'ai essayé de rattraper tous ses films. Sauf qu'au milieu des années 2000, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui pour regarder un Tarantino. Surtout quand on n'a pas internet chez soi, pas le câble, et que payer un DVD 20 € quand on est ado, ça fait un peu mal. Du coup, je me débrouillais autrement, et surtout j'ai été patient. Pulp Fiction par exemple, je ne l'ai vu qu'à 14 ou 15 ans quand il est passé à la télé en deuxième partie de soirée. Je l'ai direct enregistré. Pour Jackie Brown, pareil. Et pour Reservoir Dogs, je remercie Polo qui l'avait acheté en DVD et qu'on a maté ensemble. Et pour l'anecdote, eh bien Kill Bill Volume 2, je ne l'ai vu que bien plus tard. Je ne sais plus s'il a fallu attendre que mon frère décide enfin de l'acheter en DVD, ou si j'avais réussi à le récupérer à un ami, mais je l'ai vu au moins 2 ou 3 ans après le volume 1. Et autant vous dire que la première fois où je l'ai vu, eh bien j'étais un peu déçu. Trop d'attente sûrement. Quand je suis arrivé au lycée, j'étais donc tout fier de dire à tout le monde « Ouais, moi je kiffe le cinéma, t'as vu? Mon réalisateur préféré c'est Tarantino. Tu connais pas? Ah bah tu connais pas le cinéma alors. » Le cliché de l'adolescent pseudo-cinéphile dans toute sa splendeur. Et puis par contre, quand je rencontrais quelqu'un qui était aussi fan de Tarantino, eh ben là c'était la folie. Big up à Georges d'ailleurs, et merci de m'avoir fait découvrir tous les films qui gravitent autour de l'univers de Tarantino, comme True Romance, Natural Born Killer ou l'assez moyen Killingsway. Le lycée rime aussi avec le premier film que j'ai vu de Tarantino au cinéma. C'était pour la sortie du mal aimé Boulevard de la Mort en 2007. Premier kiff au cinéma, même si comme beaucoup, j'étais sorti du cinéma un poil mitigé. Mais Boulevard de la Mort m'a quand même permis de découvrir le réalisateur Robert Rodriguez, qui a réalisé Planète Terreur, qui était l'autre film du diptyque Grindhouse. Ok, je pense que j'en ai sûrement perdu quelques-uns avec sa dernière phrase. On va se faire un petit rappel de la période Grindhouse, ok?
Allez, c'est parti. Pour faire rapide, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez ont sorti en 2007 un film appelé Grindhouse qui réunissait à l'intérieur deux films. Boulevard de la mort réalisé par Tarantino et Planète Terreur réalisé par Rodriguez. Ces deux films étaient entrecoupés de fausses bandes annonces. Le problème, c'est que le film est sorti sous sa forme originale seulement aux USA et dans quelques pays anglophones. Les producteurs très fréquentables qui sont les frères Weinstein ont décidé de sortir Grindhouse en France en séparant les deux films. Boulevard de la mort et Planète Terreur sont donc devenus deux films indépendants sortis avec 2 mois de différence. Du coup, les deux films ont été allongés, alors qu'à la base, ces deux œuvres étaient faites pour faire partie d'un tout. Bref, c'est pour ça que Boulevard de la mort a eu un accueil assez mitigé et ne reste pas dans le cœur des fans, car Tarantino a dû en quelque sorte dénaturer son film. J'ai quelques années plus tard vu l'œuvre Grindhouse telle qu'elle était prévue. Merci à mon frangin qui me l'a offert pour mes 20 ans. Oui, car il a fallu attendre 4 ans pour avoir accès en France à la version originale de Grindhouse. Et effectivement, je trouve Boulevard de la mort plus intéressant dans sa version courte. Excepté que dans la version courte, la lap dance de Butterfly a été supprimée. Et ça, c'est quand même dommage. L'autre partie de Grindhouse est donc le film Planète Terreur, réalisé par Robert Rodriguez. Et là, ce n'est pas la même histoire. Ce film a été très marquant dans ma vie. Il n'était pas sorti dans le cinéma de ma ville, il me semble, mais mon frère l'avait loué à Vidéo Futur, petit ange parti trop tôt, et j'avais kiffé. Ce film a tellement marqué mon adolescence que j'avais cette affiche en 60 cm par 90 cm dans ma chambre, et elle y est restée longtemps. Je me souviens que j'étais comme un ouf quand j'avais trouvé cette affiche dans un tout petit magasin de ma ville natale, qui n'existe plus non plus. Bref, grâce à ce film, je me suis orienté vers le cinéma de Rodriguez et j'ai découvert avec joie les deux Desperado, Une nuit en enfer ou encore Sin City. Cette période correspond donc à la découverte de nouveaux cinéastes dont Rodriguez, mais aussi Christopher Nolan ou encore Greg Araki. Je me suis rendu compte qu'il n'existait pas que Tarantino et qu'il y avait peut-être plus fort que lui. Puis Tarantino est revenu en force avec 2 bombes, Inglourious Basterds en 2009 et Django Unchained en 2012. Ces 2 séances de cinéma restent pour moi des merveilleux souvenirs, notamment Django Unchained que j'ai vu dans des conditions parfaites au cinéma du Prado à Marseille en VO. Quel pied cette séance! Et c'est ça qui est fort avec Tarantino. À chaque fois que je m'éloigne un peu de son cinéma, que je m'ouvre à de nouveaux cinéastes, il sort un nouveau film qui me tue sur place. Du coup, ouais, le boss, c'est toujours Tarantino. Après les 2 plus gros cartons au box-office de sa carrière, Tarantino sort en décembre 2015 aux USA et en janvier 2016 en France un film un peu plus intimiste avec un plus petit budget qui n'a laissé personne indifférent. Les 8 salopards. Oh, the sea from England, sure I was condemned to sail. Jury found me guilty, sir, and said the judge said he. Les 8 salopards racontent l'histoire de 9 personnages qui se retrouvent cloîtrés à cause du blizzard dans une auberge complètement isolée. Les événements se passent quelques années après la guerre de sécession. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire des États-Unis, on est donc aux alentours des années 1870. Nous faisons la connaissance dans un premier temps de 2 chasseurs de primes, interprétés par les magnifiques Kurt Russell et Samuel L. Jackson, d'une dangereuse prisonnière, interprétée par l'incroyable Jennifer Jason Leigh, que l'un des chasseurs de primes doit emmener dans la ville de Red Rock, et du futur shérif de Red Rock, joué par l'excellent Walton Goggins. Ces 4 personnages, accompagnés du conducteur de la diligence, retrouvent dans l'auberge 4 autres personnages joués par 4 merveilleux acteurs. Tim Roth dans le rôle du bourreau de Red Rock, Michael Madsen qui joue un mystérieux cowboy, Bruce Dern dans le rôle d'un ancien général confédéré, et enfin Damian Bichir qui joue le responsable de l'auberge en l'absence des propriétaires. Nous allons donc suivre ces 9 personnages une nuit entière dans cette auberge, mais entre les tensions raciales et la survie, la nuit ne sera pas calme. Bon, commençons par parler de la qualité première de ce film, les acteurs. Ouais, je pense que vous l'avez compris après ce bref résumé, mais je kiffe tous les acteurs de ce film qui ont tous une classe internationale. Si je les adore, c'est forcément car ils sont pour la grande majorité des acteurs familiers à l'univers de Tarantino. On retrouve par exemple Kurt Russell qui jouait dans Boulevard de la mort, Tim Roth et Michael Madsen qu'on retrouve ensemble 25 ans après Reservoir Dogs, et bien entendu Samuel L. Jackson qui est sûrement l'acteur fétiche du réalisateur. De base, je kiffe donc tous ces acteurs qui ont une présence de dingue dans chacun de leurs films. Mais cette présence se ressent encore plus dans les 8 salopards. Le talent en tant que directeur d'acteurs de Tarantino joue sans nul doute un rôle important, mais je pense que leurs magnifiques prestations viennent surtout du travail incroyable de la costumière. Je n'ai jamais vraiment parlé des costumes dans mes chroniques car je ne suis pas très sensible à ce domaine, mais ici le travail de la costumière qui était Courtney Hoffman m'a profondément marqué. Le côté sauvage de leurs habits et ces vestes qui ont l'air tellement lourdes ajoutent encore plus de testostérone et de sauvagerie à tous ces acteurs et actrices. Surtout cette énorme peau de bête que porte Kurt Russell. Elle lui permet de montrer à tous que c'est lui le boss.
Et puis cette magnifique moustache qu'il porte ajoute encore plus de brutalité dans le personnage. Bon, c'est vrai que Kurt Russell est mon chouchou dans ce film, mais l'ensemble des acteurs ont une carrure impressionnante. Et cette classe permet aux spectateurs de kiffer pendant les longs dialogues que l'on retrouve durant le film. Car oui, je ne l'ai pas encore dit, mais la caractéristique première du style de Tarantino, ce sont ces longs dialogues magnifiquement écrits. Et pour le coup, ce film pousse le curseur au maximum. Et c'est du coup le moment de vous prévenir du défaut principal du film pour beaucoup de spectateurs, mais pas pour moi, c'est qu'il est long et assez lent. Oui, le film dure 2h48. Oui, les 35 premières minutes se passent uniquement dans une diligence. Oui, l'heure suivante n'est que dialogue dans l'auberge. Oui, si vous n'aimez pas prendre le temps dans un film, prendre le temps de rencontrer les personnages, si vous ne savez pas regarder un film sans toucher votre téléphone, oui, vous allez passer un sale moment. Voilà, c'était juste pour prévenir certaines personnes. Et puisqu'on en est aux avertissements, je suis obligé de vous prévenir qu'il y a des scènes assez violentes. Le film était interdit au moins de 12 ans à sa sortie et est devenu interdit au moins de 16 ans lorsqu'il passe à la télévision. Voilà, vous êtes prévenus. Le rythme de ce film peut donc rebuter certaines personnes et je le comprends. Mais finalement, une fois qu'on est préparé, eh bien la lenteur de la majeure partie du film est en réalité une grande qualité du film. Et puis en réalité, je ne devrais pas dire lenteur, car le rythme des dialogues est quant à lui élevé. Oui, ce film demande un effort. Oui, ce film demande à se mettre dans de bonnes conditions, de tout couper pendant 3 heures. Mais lorsque tout cela est respecté, eh bien je vous jure que c'est un kiff. Ouais, pendant la première partie de film, on est dans l'observation et on profite. On profite des paysages, on profite de la qualité des acteurs, on apprend à connaître les personnages, on se demande où veut nous amener l'histoire. Et personnellement, je kiffe cette première heure et demie. Surtout, cette première partie de film est indispensable pour apprécier pleinement la deuxième. Car oui, il y a un événement très particulier en milieu de film qui change tout. Je ne vais rien vous spoiler, mais il est évident qu'il y a un petit retournement de situation à un moment. Comme dans presque tout bon film en fait. Et toute la première partie de film est indispensable pour apprécier pleinement ce twist. Au premier visionnage, je suis d'accord, le film peut paraître un peu long. Mais une fois qu'on est prévenu, et surtout qu'on sait ce qu'il se passe, le deuxième visionnage est incroyable. Et plus on voit ce film, meilleure est l'expérience. Et c'est à ce moment-là que je vais vous parler d'une spécificité que j'ai découvert au film de Tarantino avec le temps. C'est que pour moi, ces films se classent en deux catégories bien distinctes. D'un côté, il y a les films qui sont une expérience folle dès le premier visionnage, puis lorsqu'on les revoit, on se dit « ouais, c'est un bon film », mais j'avais préféré la première fois quand même. Et de l'autre, il y a les films pour lesquels on se dit, après l'avoir vu pour la première fois, ouais, c'était bien, il y a quelques longueurs, mais c'est bien. Et quand ensuite on les revoit, on se dit, ouais, mais en fait c'est un chef-d'œuvre. Et en réalité, la majorité des films de Tarantino est dans la deuxième catégorie. J'ai mis au point ma théorie lorsque j'ai revu Django Unchained. En effet, lorsque je suis sorti de la salle en 2012, je pensais avoir vu le meilleur Tarantino de ma vie. Mais quand je l'ai revu en DVD un an plus tard, eh bien l'expérience était moins intense. Et ça m'avait fait à peu près la même sensation lorsque j'ai revu Inglourious Basterds. A l'inverse, la première fois que j'ai vu Reservoir Dogs, je me suis dit « ouais, c'est pas mal ». Mais aujourd'hui, à chaque visionnage, je le trouve exceptionnel et de mieux en mieux. Du coup, pour moi, il y a d'un côté des films comme Inglourious Basterds et Django Unchained qui sont excellents dès le premier visionnage mais qui ne se bonifient pas forcément avec le temps. Et de l'autre côté, des films comme Reservoir Dogs ou encore Pulp Fiction qui deviennent des chefs-d'œuvre après plusieurs visionnages. Et Les 8 salopards fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Cela m'a clairement frappé la deuxième fois que je l'ai vu tranquillement chez moi, où j'ai pris mon pied. L'ambiance, la tension et les twists m'ont clairement plus atteint lors de ce nouveau visionnage. C'est pour toutes ces raisons que je pense que Les 8 salopards est une pièce maîtresse de la filmographie de Tarantino qu'on a tendance à un peu oublier. Oh, et puis la présence surprise en deuxième partie de film d'un acteur sur lequel je fantasme depuis quelques années suffit en fait à lui seul à ce que je kiffe ce film. Mais chut. Le dernier film de Tarantino qui est sorti l'été dernier intitulé Once Upon a Time in Hollywood va également faire partie selon moi de cette deuxième catégorie. Ouais, le rythme et les longs dialogues vont se bonifier avec le temps, c'est sûr. Surtout une fois qu'on sait comment se finit l'histoire. Et c'est sûrement ça qui fait le talent de Tarantino. Contrairement à certains films qui deviennent insipides une fois que l'on connaît la fin, chez Tarantino, le film devient encore mieux lorsque l'on sait comment tout va se terminer. Selon moi, on prend plus de plaisir à voir un film de Tarantino quand on connaît tous les enjeux et les réelles intentions des personnages. Et c'est forcément une qualité inestimable dans l'œuvre de Tarantino. Et en sachant ça, force est de constater que Quentin Tarantino reste et restera peut-être à jamais mon cinéaste préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je me doute que vous ne serez pas beaucoup parce que je pense que cette vidéo sera assez longue. Du coup, merci sincèrement d'être arrivé jusque là. Surtout qu'une grande partie de la chronique était encore plus personnelle que d'habitude. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et surtout de partager. Bon, je ne sais pas quand je reviendrai parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour avec ce format de vidéo. Maintenant que j'ai enfin osé parler de Tarantino, mon objectif est atteint. Je vais peut-être réfléchir à un nouveau format, sauf si d'un coup j'ai envie de parler d'un film en particulier. Je sais pas, on verra. Pour rester au courant de mes futurs projets, vous pouvez me suivre sur Instagram. En attendant un éventuel retour, prenez soin de vous et à bientôt!
Salut à tous! Moi je voulais vous parler aujourd'hui d'un super film d'animation, c'est Kuzco, l'empereur mégalo. C'était bien ça? Oui, c'était bien.